Bonjour, ici André Fauteux du magazine La Maison du 21e siècle. Ce matin, je suis très fier d'avoir Maître Pierre Renaud avec moi en entrevue. Bonjour, Maître Renaud. Oui, bonjour, M. Fauteux. Alors, on vous connaît probablement davantage comme ancien président du BAP. On s'est croisés donc du Bureau d'audience publique en environnement. Où vous avez agi sur une quarantaine, je crois, de commissions. Notamment pour la Romaine, question de minière, l'Alcan. Et on s'est même connu il y a quelques années lorsque vous étiez vice-président de conservation de la nature. Exact. Et là, je viens d'apprendre d'un organisme qui s'appelle Solutionnera, pour lequel j'enseigne, que vous voulez faire de petit canton de Lochaber-Ouest en Outaouais, la ville la plus écologique au Québec. Et c'est une petite municipalité de 900 âmes dont vous êtes le maire depuis novembre 2017, ai-je appris. Donc, c'est vraiment intéressant tout ça. J'aimerais que vous me racontiez un peu l'histoire. Vous êtes résident depuis quand de Lochaber-Ouest? Alors, je suis résident depuis 2010. En 2010, on cherchait à acheter une petite ferme pour pouvoir sortir de la ville puis prendre une retraite un jour ou l'autre, un peu paisible, entourée de nature. Et quand j'ai vu cette ferme-là à Lochaber, partie ouest, on est tombé en amour. Alors, c'est vraiment la campagne à la campagne, la campagne qu'on voit quand on est jeune, puis avec nos yeux de jeunes. Mes parents avaient un chalet à l'époque au lac des Deux-Montagnes, puis j'avais toujours vu cette belle campagne avant que ce soit trop développé. Et donc, à partir de 2013, je me suis présenté comme conseiller municipal. Alors, j'achète la ferme en 2010. 2013, je me présente comme conseiller municipal pour avoir 4 années difficiles au sein d'un conseil municipal qui en fait, je vais faire attention à ce que je dis, mais vous savez, tout ce que la commission Charbonneau a mentionné, bien, je le retrouvais au niveau de cette municipalité-là. Alors donc, à partir de ce moment-là, j'ai décidé de me présenter comme maire en 2017. J'ai monté une équipe et on a tous été élus en 2017 pour, par la suite, commencer un travail d'envergure, à savoir modification du code de déontologie, modification du plan d'urbanisme, modification des règlements d'urbanisme pour, oui, sans doute devenir la ville la plus verte au Québec à l'heure actuelle. Bien, ils sont chanceux de vous avoir quand même. Je ne veux pas être têteux, mais j'ai vu qu'au BAP, vous avez fait vraiment un gros travail au niveau de la déontologie, justement, et de conseils auprès du gouvernement. Là, vous conseillez des minières, ce qui plaît moins à d'autres. On en parlera peut-être tantôt, mais dites-moi, qu'est-ce que ça implique pour vous? Vous travaillez à Montréal, vous vivez la fin de semaine en Outaouais. J'ai vu dans le Journal de Montréal qu'on vous paie 18 474 $ comme maire de cette municipalité. Il y en a qui font plus pour des plus petites municipalités, telles que j'ai vu dans le Journal de Montréal hier. Mais ça vous demande combien de jours, semaine ou par mois, être maire de cette ville-là? Écoutez, une petite ville comme celle-là, c'est du travail à temps partiel. Alors, il faut bien comprendre ça. Un maire, un conseil municipal, c'est du temps partiel. C'est le DG et l'administration qui fait le gros du travail. Donc, bien sûr, on a un caucus un soir par mois et on a une assemblée du conseil un soir par mois. Et j'y mets mes fins de semaine. Alors, donc, mes fins de semaine sont consacrées à la municipalité. Et j'adore ça, rencontrer les citoyens, travailler sur les dossiers de la municipalité, tout ça. Plus les appels de temps en temps avec la municipalité, lorsque le DG a quoi que ce soit, il me lâche un coup de fil, puis on règle ça rapidement. Et les choses vont très bien à ce niveau-là. Donc, il faut trouver une façon d'être capable de travailler en équipe. Et dans la majorité des municipalités, il y a énormément de chicanes entre les DG, les maires, tout ça. Même chose entre les conseillers municipaux, le maire, puis nous, je ne sais pas pourquoi, mais c'est peut-être mon leadership, là. En fait, je vais le dire comme ça, parce que c'était la même chose au BAP. Puis, lorsqu'on a un bon leadership et on est capable de travailler en équipe, bien, ça permet aux gens de dire, bien, j'embarque et on fait un bon travail d'équipe. Et écoutez, depuis les 4 dernières années, aucune chicane au sein du conseil municipal, que des réalisations, mise en place du développement durable à l'unanimité.
On a tout changé. Écoutez, notre code de déontologie, là, pour moi, ça, c'est le plus beau cadeau que je pouvais offrir aux citoyens, c'est de démontrer qu'on est capable de faire les choses différemment. Et ça, c'était mon rêve de voilà 20 ans, 30 ans, parce que je me suis présenté à plusieurs reprises à Laval c'était contre Gilles Vaillancourt à l'époque, on comprend pourquoi on n'a jamais gagné, mais c'était mon rêve de changer les choses pour démontrer qu'on est capable de faire du développement durable et d'avoir une bonne gouvernance. Alors, au niveau de la municipalité, lorsqu'on a modifié le code de déontologie, bien, on a mis des articles à l'effet que les conseillers municipaux et le maire, bien, on ne peut plus rencontrer les promoteurs, les lobbyistes, mais tous ces gens-là. C'est interdit maintenant par le code de déontologie, ce qui fait en sorte que les promoteurs, s'ils ont un projet et que ça va à l'encontre des règlements de zonage, bien, ils doivent tout simplement passer par l'Assemblée publique des citoyens puis venir exposer leur projet. Alors, tout se fait en public, tout doit être public. On gère la municipalité pour le public, donc en ce qui me concerne, ça prend une grande transparence. Et d'ailleurs, le rapport du vérificateur, qui n'est pas rendu public dans la très grande majorité des municipalités, moi, depuis 2005, je demande à ce que le rapport du vérificateur soit rendu public. Donc, tous les rapports... Le vérificateur général du Québec? Non, c'est le vérificateur de la municipalité. Alors, chaque année, on a un rapport du vérificateur chaque année. Toutes les municipalités ont ça, mais la majorité, la très grande majorité des municipalités ne le rendent pas public. Alors, ils gardent ça pour eux, puis parce que souvent, vous avez des petites annotations comme quoi il y a des choses qui ne sont pas faites correctement. Alors, ils ont peur de rendre ça public parce qu'ils veulent toujours montrer que les choses sont bien faites. Nous, on rend tout public. Ça devrait être obligatoire pour toutes les villes, dans le fond. Absolument, absolument. Alors, nous, ça fait partie de notre transparence. Ça fait partie du fait qu'on veut que les citoyens se sentent à l'aise puis soient heureux de vivre dans une municipalité où ils ont confiance dans leur conseil municipal. Alors, tout est public et ça nous fait plaisir, nous, de rendre tout ça public, d'autant plus que lorsqu'on fait du développement durable, bien, la bonne gouvernance, ça fait partie du développement durable aussi. Alors, ce n'est pas seulement de dire on fait du greenwashing, mais c'est d'être capable de l'appliquer à tous les jours. Alors, je ne sais pas jusqu'où vous voulez que je discute parce que là, je peux parler pendant les trois prochaines heures. Bien, je vais vous demander, moi, je trouve ça vraiment fascinant parce que beaucoup d'élus, de citoyens se demandent comment est-ce qu'on peut faire du développement durable. Est-ce que c'est possible? Dr. Brundtland l'a prononcé dans Notre avenir à tous, ça a été défini dans le rapport de sa commission sur le développement et de l'environnement, mais beaucoup de gens se demandent est-ce que c'est possible? Bien, l'humain consomme, évidemment, on casse des œufs. Hein. Pour votre petit canton, vous voulez, entre autres, protéger le milieu agricole, c'est ça? Quels sont vos grands défis? Ben écoutez, le grand défi, c'est le développement durable. Alors, notre grand défi, c'était comment opérationnaliser le développement durable. Parce qu'on connaît la théorie, on connaît la définition, vous l'avez bien dit, le rapport Brundtland, qui était une commission des Nations unies de 84 à 87, qui ont écrit un rapport extraordinaire, qui ont fait le tour de la planète et qui ont écrit un rapport extraordinaire et qui ont dit, on fait un constat, il y a un problème, c'est l'économie. Alors, comment modifier cette économie-là? Bien, il faut penser aux générations présentes, aux générations de demain. Il faut être en mesure de faire les choses différemment. Puis ils ont même dit à la page 11 que tout va dépendre de la volonté politique. Et ça, c'est une phrase importante dans le rapport Brundtland, la volonté politique. Alors, est-ce qu'on a cette volonté-là aujourd'hui? Je pense qu'elle n'est pas là. Et ça a pris le gouvernement du Québec en 2006, avec M. Charest, qui était premier ministre à l'époque, pour adopter la loi sur le développement durable, qui a rendu obligatoire les stratégies et les plans d'action en développement durable pour le gouvernement du Québec. Alors, le gouvernement du Québec, lui, comme c'était obligatoire, il n'a pas eu le choix. Il était obligé d'adopter une stratégie, un plan d'action. Et c'est une très, très bonne chose qu'on a adopté cette loi-là, ainsi que l'article 6, qui définit les 16 principes du développement durable, qui est un peu un résumé des 27 principes qui avaient été adoptés à Rio de Janeiro en 92 dans la déclaration de Rio de Janeiro. Donc, l'acceptabilité sociale, entre autres. Tout ça fait partie, effectivement, des 16 principes comme tels. Alors, donc, nous, ce qu'on s'est dit, bien, on va aller d'avant au niveau du canton. Il faut mettre ça en application. En fait, il y avait deux choses qu'il fallait mettre en application.
le rapport Brundtland. Et vous savez, moi, je suis devenu avocat en 1987 et le rapport est arrivé en 1987. Donc, toute ma carrière, depuis les 34 dernières années, j'ai été un missionnaire du développement durable. Pour moi, le développement durable, c'est la façon de faire les choses. Et la commission Brundtland avait tout à fait raison au niveau de son rapport. C'est vraiment, il faut changer nos comportements, modifier nos organisations, nos façons de faire et aller vers quelque chose et encadrer le développement. C'est un peu ça qui est à l'origine, c'est encadrer le développement. Ça ne veut pas dire que le développement durable, on est contre le développement. Au contraire, on est pour le développement, mais il faut l'encadrer correctement. Alors, quelles sont les pressions ou les projets chez vous à Lochabert-Ouest? Comment vous dites? Les projets de développement, c'est quoi à Lochabert-Ouest, par exemple? Bien, on a un petit secteur industriel, très petit secteur commercial et un petit secteur de résidentiel. Il y a Je combien vous de dirais maisons? que tout ça, c'est 15 oui, résidentiel des maisons unifamiliales. Combien de 15 maisons à peu près? Ah, ça, je ne sais pas. Peut-être 200, 300 maisons au total à l'heure actuelle. Là, et on ne veut pas aller plus loin que ça. Parce que le développement durable, c'est sortir de l'anthropocentrisme. Hein. Ça, c'est très, très important. C'est de comprendre que l'être humain fait partie de la nature et non pas le contraire. Et souvent, l'être humain pense qu'on est au centre du monde, un peu comme les anciennes religions. Là. On pensait qu'on était le centre du monde, le centre de l'univers, puis que la Terre tournait, en fait, tout tournait autour de la Terre et non pas le contraire. Puis Galilée, bon, on connaît l'histoire de Galilée et tout ça. Alors, il faut revenir au niveau de dire on a une pratique qui n'est plus anthropocentrique et on fait les choses différemment. Alors, le canton de Lochabert, justement, on s'est dit il faut atteindre l'équilibre et il faut atteindre le développement durable, il faut avoir une bonne gouvernance. Alors, pour nous, ce qui est important, c'est l'environnement, le social et la gouvernance incluant l'économie. Alors, on a travaillé ça et on a mis aux poubelles, là, littéralement, là, on a mis aux poubelles notre plan d'urbanisme. Tous nos règlements d'urbanisme, on a mis ça aux poubelles. J'ai retravaillé ça avec un urbaniste. Et d'ailleurs, l'urbanisme, au début, c'était pas tellement facile parce qu'il y avait tous ces concepts urbanistiques, tout ce qu'il a appris à l'université au niveau de l'urbanisme. Et je lui ai dit, tu mets tout ça aux poubelles, toi avec. Et maintenant, on travaille développement durable. Donc, il faut avoir une nouvelle pensée, il faut être créatif, il faut être innovateur. Puis, il faut qu'on fasse dans notre plan d'urbanisme quelque chose de nouveau et qu'on amène des règlements, une nouvelle façon de voir au niveau des règlements pour protéger l'environnement. Un exemple? Par exemple, vous dites des exemples? Oui. Alors, j'ai une diapo que je pourrais vous envoyer par la suite, si vous voulez, qui résume assez bien ce qu'on a fait. Donc, nous, ce qu'on a choisi de faire, c'est d'avoir une approche écosystémique. Alors, comme on n'est plus le centre du monde, l'humain, on s'est dit, on fait partie de la nature, il faut travailler en équilibre avec la nature. Donc, pour avoir cette approche écosystémique, ça veut dire quoi? Bien, l'approche écosystémique, c'est protéger la biodiversité et faire la lutte au changement climatique. Hein? En partant, c'est ça. Être un système ouvert qui collabore avec sa géographie, ça, c'est important. Nous, on ne permet plus que d'enlever la moitié d'une montagne ou faire du remblayage à pu finir. Il faut travailler avec la nature comme elle est. Exact, la géographie, exactement. Il faut planifier un zonage et des constructions qui respectent l'environnement et les ressources. Donc, je vais vous expliquer comment on y parvient. Et lorsqu'on réussit à mettre d'avant ce concept écosystémique, bien, ça nous permet de protéger la biodiversité et faire la lutte au changement climatique. Comment? Bien, en limitant la fragmentation des espaces boisés, en respectant la capacité support des écosystèmes, en interdisant les empiètements de l'urbanisation sur les sols agricoles, les boisés d'intérêt, les milieux humides, les rives, les littorales et les plaines inondables. Ça, là, c'était notre modus operandi dans notre plan d'urbanisme et dans nos règlements maintenant. On s'est dit, il faut interdire tous ces empiètements-là. La zone agricole, il faut comprendre que ce n'est pas un stationnement en attente de développement. Ouais. Alors, la zone agricole, c'est une zone agricole et elle doit être respectée, point final. Et donc, l'objectif ultime qu'on s'est donné, c'était de vivre en harmonie avec l'espace naturel et les ressources disponibles. Il faut en arriver à ça. Et c'est facile parce que ça, là, c'est très théorique. Maintenant, comment on l'applique? Bien, c'est simple. Je vais vous donner quelques exemples. Je vous permets de partager l'écran si vous voulez. Là, si vous voulez montrer vos diapos. Oui, je pourrais montrer celle-ci. Je ne sais pas tellement comment faire ça, mais... Parce que, en tout cas, tout débat, oui, vous cliquez sur partager l'écran, puis là, il faut aller chercher
OK, ça va être trop long. Alors, comme je ne suis c'est pas pas grave. habitué, OK, mais c'est pas de gentil, problème. je vous l'enverrai. OK. Je vous donne 3 exemples de notre approche écosystémique. D'abord, comme je l'ai mentionné tantôt, limiter la fragmentation de l'écosystème forestier en empêchant la création d'îlots de chaleur, hein, parce qu'on parle d'îlots de chaleur partout, puis il faut empêcher la création d'îlots de chaleur, Même à en la campagne. préservant les milieux de vie et la biodiversité. Alors, tout ça s'ensuit lorsqu'on décide de protéger la forêt tout en permettant la construction, par exemple, bien, il s'agit de protéger tout ça. On gère aussi les eaux de surface afin de permettre une percolation efficiente pour régénérer les eaux souterraines, réduisant significativement les risques liés aux inondations. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on interdit maintenant, que ce soit une industrie, un commerce ou une maison, une résidence, aux personnes de rejeter leur eau dans les fossés de la municipalité. Donc, il faut que l'eau reste naturellement sur le terrain et elle doit percoler sur le terrain. Donc, ça évite d'augmenter l'apport d'eau au printemps et ainsi de provoquer les inondations. Mais là, ce n'est pas l'eau de pluie, ce n'est pas l'eau de lavage des autos, c'est... Bien, vous savez, le terrain naturel lui-même, s'il se rejette dans le fossé, on empêche ça, là. Mais on dit tout simplement que, parce que les gens avaient tendance à faire des canalisations puis sortir l'eau de leur terrain et d'amener l'eau dans les fossés. Maintenant, volontairement. Exactement. Donc, ça reste sur le terrain. Ensuite, on était plus loin. On s'est dit, il faut réduire les nuisances relatives notamment au bruit routier. Et ça, c'est important. Puis, on s'est fié sur une étude de l'Organisation mondiale de la santé de 2018. Il y en a eu plusieurs là, depuis les années 80, il y a des études, mais celle de 2018, c'est comme un résumé de tout ce qui s'est fait. Et on a mis des normes maintenant de construction le long des autoroutes. Nous, l'autoroute 50 qui divise notre municipalité. Alors, ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis une bande, un corridor écologique de 100 mètres de chaque côté pour éviter que les gens se construisent directement sur le bord de l'autoroute et nécessairement, avec le temps, développent des problèmes psychologiques ou des problèmes de santé. Alors, il faut avoir cette vision-là. Donc, notre vision, c'était il faut protéger la qualité de vie des citoyens parce que le promoteur, lui, ne pense pas à ça. Le promoteur, lui, tout ce qu'il pense, c'est faire un plan de lotissement, puis construire, puis prendre le maximum de terrain. Nous, comme municipalité, notre travail, c'est d'encadrer ce promoteur, puis de dire on protège la qualité de vie des citoyens, on protège la qualité de l'environnement et on permet par la suite la construction construction domiciliaire ou autre. Et c'est toujours des compromis, hein, parce que 100 mètres, ce n'est pas énorme. Des études qui parlent de 500 mètres minimum à cause du smog, des choses comme ça. Vous avez tout à fait raison. Écoutez, c'était un premier pas. Est-ce que le pas est parfait? Je pense que non. Est-ce qu'il peut évoluer dans le temps? Je pense que oui. Mais l'important, c'était de faire mieux que les autres municipalités et de dire, nous, on protège la santé des gens, puis on met une bande, c'est 300 pieds quand même de l'autoroute, là, à 100 mètres. Et au moins, cette bande-là, bien, elle est protégée, ça devient un corridor écologique et on s'éloigne de l'autoroute. Bon, comme je disais, c'est un premier pas. Je pense que dans toute chose, quand le changement est trop grand, les gens ne l'acceptent pas. Alors, donc, c'est toujours bien d'y aller par petits pas, hein, la théorie des petits pas. Alors, donc, on y va sagement, mais qui dit que dans quelques années, si on pourra changer et améliorer ça encore une fois, mais au moins, on a fait ce pas-là. Ce qui est intéressant aussi au niveau de la municipalité, c'est le fait qu'on a rendu obligatoire, nous, les études de caractérisation biologique avant l'émission de tout permis de construction ou de permis de lotissement. Je ne sais pas si c'est une première, mais de la façon dont on le fait chez nous, je pense qu'on n'est pas loin d'être un pionnier à ce niveau-là. C'est-à-dire que quelqu'un vient nous demander un permis de construction pour une résidence, son lot est déjà loti, ou quelqu'un qui a un grand lot qui veut faire le lotissement, bon, on va lui dire, tu nous déposes un plan d'une caractérisation biologique du terrain. Alors, tous les milieux humides, les milieux hydriques, toutes les normes associées à ça, toutes les plantes vulnérables ou en voie de disparition également doivent être répertoriées. Et avec aussi la zone tampon de 15 mètres alentour de tout ça. Alors, une fois que vous avez les milieux humides avec les zones de 15 mètres de protection, les plantes avec leurs zones de 15 mètres de protection, les milieux hydriques avec leurs zones de 15 mètres ou 23 mètres, dépendamment du pourcentage de pente, à partir de ce moment-là, bien, le CCU
et le conseil municipal vont décider où positionner la construction pour s'assurer qu'on protège ces éléments-là. Et donc là, Alors, ça, c'est c'est très important. systématique, c'est pas du cas par cas, c'est tout le monde. Combien ça peut coûter pour un citoyen, une telle étude? C'est à peu près 1 000 une étude comme celle-là. Alors, c'est 1 000 qu'est-ce que vous voulez? C'est le prix à payer pour demeurer dans un environnement de qualité et de s'assurer qu'à long terme, les gens qui vont venir habiter là par la suite, bien, vont retrouver un environnement de qualité aussi. Et n'oubliez pas que ce 1 000 $-là, c'est un bon investissement parce que mieux vaut le dépenser en amont que de se retrouver avec des poursuites en aval par la suite parce que la municipalité n'est pas contente de l'aménagement que le promoteur a fait. Alors donc, c'est un peu ce que je dis aussi comme avocat avec mes clients. Mieux vaut faire de l'acceptabilité sociale et du développement durable dès le début du projet qu'au milieu du projet ou attendre d'être rendu au BAP pour essayer de régler les problématiques. Il est trop tard une fois qu'on est rendu au BAP. Les promoteurs devraient le comprendre. Moi, j'en ai un dans ma montagne qui a fait déboiser sans permis. Il y avait des arbres de plus de 4 pouces, ça, ils prenaient un permis, puis son sous-traitant a tout rasé. C'est nous qui avons nettoyé avec nos râteaux après, mais c'était vraiment horrible. Alors là, il ne peut pas développer. Une autre histoire. Mais c'est voilà, gagnant-gagnant pour tout le monde. C'est prévenir. C'est à quoi on arrive, puis c'est ce qu'il faut, encadrer. Parce que si on ne l'encadre pas convenablement, le promoteur, effectivement, fait ce qu'il veut. Et à partir de ce moment-là, bien, s'il n'y a pas de règle pour dire bien, tu ne peux pas couper le bois, bien, il va le couper. S'il n'y a pas de règle pour dire c'est interdit de remblayer les milieux humides, bien, il va les remblayer. Parce que le seul intérêt d'un promoteur, c'est, si vous permettez l'expression, c'est de promoter. Puis promoter, c'est quoi? Bien, c'est un intérêt particulier de faire de l'argent. Je n'ai rien contre ça, sauf qu'il faut l'encadrer convenablement pour s'assurer que les choses sont bien faites. Mais justement, tout commence avec la réglementation, mais toujours à géométrie variable d'une ville à l'autre. Donc, eux vont aller où c'est plus facile, moins coûteux, plus rentable de développer. Tout à fait. Sans avoir des fonctionnaires Ça, c'est sûr. C'est pour ça que votre entrevue ce matin, c'est important parce que plus on va faire connaître ce qu'on a réussi à faire à Locabert Partie Ouest, plus les municipalités vont changer et prendre cet exemple-là pour changer, et moins il va rester de place pour faire n'importe quoi au Québec. Alors, je pense que c'est important qu'on devienne uniforme, qu'on soit en mesure d'avoir des normes uniformes afin d'assurer la qualité de vie des citoyens. De toute façon, que le citoyen demeure à Laval, à Montréal, à Locabert, Partie Ouest ou à Québec, je pense que toutes les normes de qualité de vie, de qualité d'environnement devraient être les mêmes. Mais c'est un peu un concours, hein, qui c'est qui va amener, faire hausser l'assiette fiscale. Hein? C'est un peu comme ça que le Québec a fonctionné avec nos politiciens d'antan, pour ne pas les nommer. Ils en veulent, ils sont fiers de dire on a eu 50 maisons l'an passé. Oui, et c'est tellement un faux dogme. Là, c'est dogmatique, l'économie, d'une certaine façon. Et les municipalités ont profité de ce dogme-là de l'économie qui date des années 70 là, pour dire il faut développer, puis il faut faire de l'argent. Alors, nous, c'est le contraire. On s'est dit ce n'est plus ça qui est important. La croissance va se faire naturellement, elle va se faire de façon encadrée, mais comment je pourrais dire, ça ne sera pas l'objectif de la municipalité. Parce que le problème des plans d'urbanisme, et ça, je suis très sérieux quand je dis ça, c'est qu'ils ont un chapitre sur la croissance de la municipalité. Ils ont tous un chapitre sur la croissance. Et quand je suis arrivé à ce chapitre-là avec notre urbanisme, ils voulaient absolument mettre un chapitre de la croissance parce que c'est ce qui est étudié, c'est ce qu'il a fait les 30 dernières années dans sa vie. C'était comme normal de mettre un chapitre sur la croissance. Et moi, je lui ai dit non. Il n'y aura aucun chapitre sur la croissance. Il va y avoir 3-4 paragraphes, c'est tout. Et je pense qu'on est la seule municipalité où on n'a pas dit que dans 10 ans, on va se retrouver avec 1500 habitants plutôt que 800 aujourd'hui. Pourquoi? Parce que c'est une mauvaise façon de voir les choses. Ça, c'est d'encourager un développement sans prendre conscience de la géographie d'un territoire. Vous savez, pour un maire ou un conseil municipal de dire qu'il faut atteindre 8000 personnes sans connaître son territoire, c'est d'être ridicule dans son écriture, dans sa pensée, parce qu'il n'y a aucune étude qui a démontré si c'était faisable d'atteindre les 8000 personnes. C'est bien beau vouloir entasser tout le monde dans des poulaillers, mais je veux dire, on est en 2021, on n'est plus censé penser comme ça, là. D'une part. D'autre part,
si on veut conserver la qualité de vie des citoyens, mais il faut faire un aménagement du territoire qui permette cette qualité de l'environnement, cette qualité de vie. Alors, moi, je pense que quand on se donne des statistiques comme ça, qu'il faut atteindre le 8 000 ou 10 000 de population dans tant d'années, c'est un faux dogme, puis il faut arrêter de faire ça. Mais ça ne vous Si vous empêche pas de permettez, faire... Oui. Si vous permettez, je vais me tourner. Je vais aller chercher justement mon plan d'urbanisme ici. Et nous, on a mis en fait, c'est 3 paragraphes, perspective de croissance. Et je vais vous dire, sérieusement, là, je vais vous lire ça parce que je pense que ça vaut la peine. Dans le contexte du canton de Lochabert-Partiouest, au-delà de la seule problématique de l'augmentation de la population, il y a des enjeux beaucoup plus déterminants de qualité de vie, de mise en valeur des terres agricoles, de la protection de l'environnement et de la biodiversité, du respect de l'affectation foresterie, et ce, dans un contexte de développement durable. En accord avec les orientations d'aménagement du plan d'urbanisme du canton de Lochabert-Partiouest, le conseil municipal ne souhaite pas évoquer de scénario de croissance. Cette volonté de croissance ne peut plus et ne doit plus être l'élément appuyant la vitalité durable et soutenable de notre canton, de notre MRC et de notre société. Alors, on a mis ça très clair. Et qu'est-ce que je disais à la fin, peut-être ici? Il est primordial que le plan d'urbanisme et les règlements d'urbanisme reflètent sans ambiguïté cet engagement de préserver et d'assurer la pérennité des terres agricoles, de la qualité de l'environnement, de la biodiversité, de la beauté des paysages. Donc, aucune perspective de croissance n'a été évoquée dans notre plan d'urbanisme. Donc, parce que vous ne savez pas combien, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas plus de population, ça n'empêche pas que vous fassiez du multilogement écologique et sain, par exemple, et abordable. Ça n'empêche rien, sauf que nous, on a adopté des règlements. Maintenant, le développement va être encadré. Et si la municipalité décide, on s'est même donné le pouvoir dans notre règlement le PIA, de dire, bien, si on n'est pas d'accord avec un développement, on le refuse. Alors, ça, c'est important parce que tant que la municipalité ne sera pas en accord avec un plan de lotissement, elle a le droit de refuser. Et ça, souvent, les municipalités disent, et les maires sont, parce que souvent, ils sont à la solde, je m'excuse, à la solde de certains promoteurs, ils vont dire, je n'ai pas de pouvoir pour refuser un projet. Mais c'est faux. Il faut l'indiquer. Il faut l'indiquer dans la réglementation comme quoi le conseil municipal se donne le pouvoir et c'est elle qui gère la municipalité. Vous voyez-vous, lorsque j'ai expliqué ça déjà, parce que nous, en plus, on accrédite nos groupes de biologistes qui vont faire les plans de caractérisation. Un promoteur ne peut pas aller voir une firme d'ingénieurs. C'est fini, ça. Nous, les firmes d'ingénieurs, on les a sortis du contexte biologique. On a dit maintenant, vous allez travailler avec des biologistes. Comme ancien président du BAP, vous connaissez les tours de passe-passe un peu? Ben, je ne sais pas si je peux dire des tours de passe-passe ou quoi, je veux faire attention, mais disons que la commission Charbonneau est assez claire sur certaines choses et on a décidé de suivre les recommandations de la commission Charbonneau. Alors, à ce niveau-là, au niveau de l'environnement, c'est un biologiste qui connaît l'environnement, ce n'est pas un ingénieur. Donc, on a mis ça de côté. Alors, les firmes accréditées peuvent faire cette étude-là. Et avec cette étude-là, bien, on détermine exactement le potentiel du terrain et ça nous permet de prendre les meilleures décisions. Et ça, là, c'est primordial au niveau d'une municipalité parce que si elle ne connaît pas son terrain et qu'on travaille avec un urbaniste qui travaille, lui, avec une cartographie, un plan, avec des lignes seulement, puis qui ne connaît pas la géographie du terrain, ne connaît pas les milieux naturels du terrain, ne sait pas ce qu'il y a, bien, on renvoie le problème au promoteur, puis le promoteur souvent renvoie le problème au citoyen quand il achète son terrain. Et c'est le citoyen qui est pris avec ça. Alors, nous, on a dit, ça, c'est terminé, ça ne sera plus jamais le citoyen qui va être pris avec cette problématique-là. Le promoteur, dès le départ, c'est lui qui doit nous dire qu'est-ce qu'il y a sur le terrain avec une étude de caractérisation biologique. Et à partir de cette étude-là, bien, on va être en mesure de déterminer si oui ou non, on décide qu'il y a un projet. Et ça, c'est le pouvoir qu'on s'est donné dans notre réglementation. Et quand on a expliqué ça justement à nos biologistes, ils nous ont dit, « Wow, là, on se rend compte que ce n'est plus les promoteurs qui gèrent votre municipalité, mais c'est le conseil municipal qui gère la municipalité. » Et on s'est dit, c'est exactement ça. Alors, notre municipalité, on gère. Puis, c'est pour ça qu'on s'est donné un code de déontologie, parce qu'on ne veut pas subir la pression des promoteurs. Et les promoteurs doivent tout simplement respecter la réglementation qu'on a adoptée et ils doivent passer par le circuit administratif plutôt que par le circuit politique.
Nous, comme je dis souvent aux citoyens, oui, on est élus comme des politiciens, mais en vérité, on est des gestionnaires de la municipalité. Et c'est comme ça qu'il faut faire les choses. On ne fait pas de politique pendant 4 ans. C'est La du politique, c'est pendant la stewardship. période électorale. Pardon? C'est quoi le terme en français du stewardship? On vous a mandaté pour prendre soin d'eux. Exactement. Exactement. Ouais, Alors, on fait du stewardship du territoire et on le gère le mieux possible dans un cadre de développement durable. ouais. Écoutez, moi, j'écris depuis une trentaine d'années, évidemment, sur l'habitat sain et écologique. Je voulais vous demander si vous avez des conseillers comme Écohabitation qui travaillent beaucoup avec les villes. Dernièrement, il y a eu le Forum développement durable qu'organise Victoriaville. Je ne sais pas si vous avez déjà participé. C'est un endroit où les idées bouillonnent, où ils sont conseillés par des gens là, lors de ces réunions-là. Il y a aussi Habitation durable que Victoriaville a lancé. Est-ce que vous offrez, par exemple, des subventions en construction et rénovation écologique? Bon, on ne pouvait pas tout faire en même temps, Oui, mais on a fait un bout de chemin là-dessus aussi. Alors, vous avez tout à fait raison. Alors, on a adopté un règlement de construction. À l'article 31, on prévoit des dispositions relatives au développement durable. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans l'article 31, le canton souhaite favoriser la maison écologique et le développement des technologies vertes et durables. Donc, on a mis plusieurs critères à ce niveau-là, et je vais me permettre de regarder mon règlement. Alors, les matériaux d'isolation, la géothermie, les toits verts, l'économie de l'eau et récupérateurs d'eau de pluie, les capteurs, les panneaux solaires, les bornes de recharge pour les voitures électriques, les maisons passives, les dalles au sol, la lumière et l'éclairage extérieur. Ce sont tous des exemples qu'on a mis dans le règlement de construction. ce n'est pas imposé, mais vous le favorisez comment? Avec de l'aide Bon, financière? on favorise certaines choses et on impose d'autres choses ici. On n'a pas voulu tout imposer dans un premier temps. On souhaitait que les promoteurs le fassent d'eux-mêmes, mais on se rend compte après 2 ans que ce n'est pas le cas. Alors, les promoteurs sont habitués dans leur... vous savez, ils mettent les mêmes chaussettes depuis les 40 dernières années, puis ils ne veulent pas changer leurs chaussettes. Donc, ils sont très à l'aise là-dedans. Ils vont aux normes du Code du bâtiment parce que ça leur est imposé, puis ils ne vont pas plus loin parce que ça ne leur tente pas. La note de Alors, donc, passage. exact. Alors, donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on y a été tranquillement, encore une fois, c'est toujours la théorie des petits pas, mais là, on est en réflexion pour savoir est-ce qu'on ne va pas aller plus loin dans les 2 prochaines années et rendre ça obligatoire. L'urbaniste avec qui je travaillais, c'est lui qui avait fait la recherche là-dessus. Il avait consulté justement tous ces sites-là et les experts en matière de maisons passives, maisons écologiques ou tout ça. Moi, je n'avais pas eu le temps de le faire, donc j'ai pris un peu ce que lui m'a apporté. Puis il avait fait un excellent travail à ce niveau-là. Et là, comme je vous dis, on est en réflexion pour savoir jusqu'où on va aller pour la maison écologique plus tard. Mais ce qu'on veut faire, puis là, j'ai appris à connaître Solutions Errant, que je ne connaissais pas. Alors donc, je veux voir avec eux comment on pourrait emmener et informer et mettre encore plus d'informations sur notre site Internet de la municipalité pour amener les gens à avoir conscience encore plus de ce qu'est-ce qu'une maison écologique, vers quoi ils peuvent aller, quels sont les avantages d'avoir cette maison écologique dans un cadre environnemental naturel qui est le Cadre Partie Ouest. Bien, ce qui est surtout intéressant, c'est que c'est rentable pour tout le monde, justement. C'est pour ça que plusieurs villes ont adopté Habitation durable, le programme de Victo, dont Val-David, par exemple, dont Varennes, des grandes et des petites villes. Ils vont donner jusqu'à 8 000 pour une maison neuve, selon les critères. Tu as des points et la subvention est en fonction, et 3 000 à 4 000 en rénovation. Pourquoi? Ben, parce que c'est bon pour la valeur des maisons et donc pour l'assiette fiscale. Donc, c'est logique. Et je me demande pourquoi il y a juste une dizaine ou une douzaine de villes qui l'ont adopté. Ça devrait être généralisé parce que moi, j'ai écrit pendant longtemps pour le programme R2000 de Ressources naturelles Canada dans ma revue. Là, il y avait des publiés reportages, c'est moi qui les écrivais. Puis j'ai compris, je veux dire, ça te prend un programme d'élite pour tirer la masse. Et au Québec, par exemple, quand plus de 50 des constructeurs avaient fait la formation Novo Climat, c'est là qu'en 2012, le Code du bâtiment est devenu plus sévère. On était en retard sur les autres provinces, mais en tout cas, 20 plus d'économie d'énergie. Mais pour moi, Novo Climat, c'est la note de passage. C'est un autre 20 d'économie d'énergie par rapport au code. Et donc, on se rapproche du R2000 des années 80, qui aujourd'hui, la maison R2000 se rapproche du net zéro.
Alors, il faut toujours tirer vers le haut. Donc, je vous invite fortement à aller voir ça. Et cohabitation, c'est intéressant parce qu'ils ont formé des milliers de citoyens, mais là, ils se concentrent sur les promoteurs et les villes. Oui. Et Mais cohabitation.com. vous savez, M. Fauteux, on est parti de tellement loin là, comme municipalité. C'était difficile de tout faire dans une journée. C'est clair. Puis, comme le proverbe dit, Rome ne s'est pas bâti en une journée. On va y arriver, puis on va aller dans cette direction-là. Mais il faut comprendre qu'à l'époque, avant d'arriver à la maison habitable, là, il fallait que notre territoire soit habitable. Il Profiter, fallait protéger penser la au nature. territoire avant de penser à la maison comme telle. Bien d'accord. Parce qu'il faut être capable de dire comment on aménage notre territoire et ensuite, on fera le pas pour savoir quel type de bâtiment qu'on veut avoir sur le territoire. Là, on a fait le premier pas qui était vraiment plan d'urbanisme, règlement d'urbanisme, protection de l'environnement, aménagement du territoire. Je pense que ça, c'est l'amont, c'est la base, c'est les bases du temple. Là. Il faut vraiment commencer par ça. On a adopté quelques règlements pour des subventions. Alors, les bornes électriques pour les voitures électriques, c'est fait, donc on a ça. Récupération de l'eau grise dans les maisons, on a ça aussi pour les toilettes, etc. Donc, on a été chercher le système en Europe pour pouvoir emmener ça ici au Québec. Là, je pense qu'on est pas loin d'une des seules, en tout cas, je ne connais pas une autre municipalité qui fait ça. Quel système? Nous, c'est un système où on récupère l'eau grise. En fait, c'est l'eau du lavabo, l'eau mais du c'est bain. laquelle? Quelle technologie? La technologie, mais en fait, nous, ce qu'on propose, c'est la technologie de Premier Tech, qui est une compagnie québécoise. En fait, avant, il n'y avait pas de technologie comme telle. Là. C'était des technologies, en fait, c'était des idées d'Europe qu'on a adoptées, mais on laissait le soin aux plombiers puis à la personne de trouver leur propre technologie. Mais là, maintenant, on favorise une entreprise québécoise qui fait cette récupération-là. Et Premier Tech, à l'heure actuelle, semble prendre les devants un peu à ce niveau-là. Mais vous savez, on est au balbutiement de ces technologies de récupération de l'eau. Donc, encore une fois, c'est la théorie des petits pas, on y va tranquillement. On a aussi adopté un règlement pour les subventions pour les biodigesteurs. Vous savez, on n'avait même pas on avait un bac pour les déchets, on mettait les poubelles encore, on avait un bac pour le recyclage, mais il était vert. Là, on a fait l'acquisition de bacs bleus pour tout le recyclage. Les bacs verts sont devenus les bacs à déchets. Et là, cette semaine, on est en train de donner à tous les citoyens un composteur individuel avec une petite chaudière de cuisine pour le compost. Vous voyez, on partait de loin. Là. Tout ça, il fallait faire ça. Là. On a fait ça dans nos 4 premières années. Vous leur donnez un composteur domestique à tout le monde? Oui, on donne un composteur domestique à tout le monde. Bien sûr, c'est financé à 80 par Recyc Québec parce qu'on rentre dans le programme gouvernemental pour 2023, qui est le compostage obligatoire pour 2023. Donc, nous, déjà, vous voyez, on est en 2021 et on est en train de tout réaliser ça. Alors, on est en train de dépasser cette semaine. Et ce qu'on fait aussi, c'est qu'on va plus loin parce que ce n'est pas tous les déchets de cuisine, de table qui vont dans le composteur. Vous en avez une partie comme le poisson, les fromages, les os qui ne vont pas dans le composteur. Alors, pour aider les citoyens, on subventionne aussi un biodigesteur. Le biodigesteur, c'est quelque chose qu'on met dans la terre et ça se consomme par lui-même. Et on subventionne à 50 %. Alors donc, les citoyens vont pouvoir acheter le biodigesteur qu'on va offrir, qu'on offre déjà d'ailleurs aux citoyens. On a acheté pas 5 000, je m'excuse, on a acheté pour 5 000 $, donc 40 biodigesteurs qu'on vend à 50 % du prix initial. Et ça permet aux citoyens de compléter toute la gamme de la gestion des matières résiduelles. Donc, le bac à déchets, le bac à recyclage, le composteur et le biodigesteur. Et avec ça, on devrait diminuer. Moi, je dis de 10 à 20, peut-être même jusqu'à 30 % la portion des déchets ultimes. Donc, en bout de ligne, ça va nous coûter beaucoup moins cher pour disposer des déchets puisque les citoyens vont avoir accès à tout. L'année prochaine, on va mettre sur pied aussi une autre subvention pour les barils de récupération d'eau au niveau des toitures. Donc, récupération de l'eau, utilisation de l'eau pour le jardin, etc. Et on va acheter des barils d'eau, la même chose, et on va les offrir à 50 % aux citoyens pour s'assurer que les gens puissent en avoir. Et pour les nouvelles constructions, on est en train de penser à rendre ça obligatoire.
Alors, donc, ça va être une mesure là, qui pourrait être mise dans le développement durable, que ce que je vous ai mentionné tantôt au niveau du règlement de construction, et que ça soit rendu obligatoire. Vous voyez, on a cette vision d'améliorer l'environnement. Et c'est facile à faire. C'est ça que j'ai toujours eu de la difficulté à comprendre. Pourquoi les maires, les conseils municipaux ne le font pas alors que c'est si facile? Et toutes les lois le permettent. La loi sur l'aménagement et l'urbanisme, là, si on l'interprète du côté environnemental, on peut tout faire. Moi, c'est grâce à cette loi-là que j'ai fait tout ce que je suis en train de faire. Là. Vous avez La de loi sur les compétences l'expérience. municipales. On m'a Oui. déjà fait remarquer que personne ne veut être le premier parce qu'on risque de se casser les dents, mais personne ne veut être le dernier non plus. Mais ça Écoutez, prend des bons alors je conseillers. suis fier de pouvoir vous dire qu'on était les premiers parce que je pense que d'aller aussi loin que ce qu'on a fait, il n'y a personne qui le fait. Même, on a même changé le règlement de déontologie. Là. Ça, je pense que c'est important. Là. Ça va ensemble, tout ça. Là. Parce que si vous voulez faire des changements au niveau de votre municipalité et vous n'avez pas votre règlement de déontologie, vous allez subir la pression de tout le monde. Alors, à un moment donné, il faut mettre les choses dans l'ordre. Et nous, c'est ce qu'on a fait. Règlement de déontologie en premier. Ensuite, on est passé au plan d'urbanisme et au règlement. Donc, on a eu la tranquillité pour tout changer les choses et faire un changement qui, aujourd'hui, les citoyens, je vous le dis, là, sont très heureux de ça. Ils se rendent compte qu'au début, ils étaient un peu anxieux du changement. Les promoteurs, eux, étaient négatifs au changement, mais les citoyens étaient un peu anxieux. Pas négatifs, mais anxieux. Et aujourd'hui, ils nous disent, « Wow, vous nous avez vraiment démontré c'est quoi maintenir une qualité de vie, c'est quoi la campagne à la campagne. » Et pour une ville, parce que souvent les gens, j'ai des villes qui m'appellent maintenant et qui me demandent de faire des présentations pour leur expliquer ce qu'on a fait. Puis la dernière question, c'est toujours, ou en fait la première question à la suite de ma présentation, c'est est-ce qu'on peut faire ça dans une ville comme chez nous? La réponse, c'est oui. Il s'agit d'adapter ce qu'on a fait à votre ville et de vous assurer qu'au lieu de construire un Griffintown, par exemple, la ville de Montréal, je vais expliquer ça, vous avez fait un Griffintown là, avec des tours partout, puis il n'y a aucun parc, aucun espace vert, il n'y a aucun corridor écologique. Je dis bravo. J'ai dit ça, c'est la façon de construire des années 70, puis on est en 2021. Alors, je ne comprends pas que personne n'ait planifié d'avoir des corridors écologiques sur le pourtour de tous ces immeubles-là. Et s'il faut ne pas prendre tout le terrain parce que la tour a, je ne sais pas moi, à 20, 24 étages, mais qu'on veut mettre des corridors écologiques, bien, vous ferez une tour de 30 étages, vous mettrez 6 étages de plus, mais vous prendrez plus de terrain à la base pour mettre une forêt et encadrer ça de corridors écologiques, autant pour la biodiversité que pour l'être humain qui, lui, va être heureux lorsqu'il va sortir de son building, de dire « Ouf, j'ai un espace vert dans lequel je peux marcher pour me rendre au travail, quoi que ce soit. » Alors, je pense qu'on est capable de faire les choses raisonnablement en adaptant tout et en faisant tout. Le problème, c'est qu'on veut maximiser l'assiette fiscale et ça, c'est un faux problème parce que pour une petite municipalité comme nous, nous avons 150 000 de surplus à chaque année et on fait du développement durable, on encadre les promoteurs, il n'y a rien qu'à arrêter, on fait juste les choses différemment et ça fonctionne. Les promoteurs n'ont pas fui votre municipalité. Il y a combien de constructions par année? Ah, bien écoutez, nous, déjà, on n'avait pas beaucoup de construction par année. Là, on n'est pas une ville, on ne veut pas devenir une ville comme Laval, ni on ne veut pas devenir une ville comme Montréal non plus. Alors, en partant, les choix étaient déjà clairs. Mais on avait quand même 7 promoteurs de résidences unifamiliales. Et je pense que là-dessus, il y en a peut-être la moitié qui ont vendu, qui ont quitté, et les autres travaillent avec nous. Mais les nouveaux promoteurs qui ont acheté, eux, ils arrivent avec une nouvelle réglementation. Ils savent dans quoi ils s'embarquent. Puis ils savent dans quoi ils s'embarquent, effectivement. Il y en a un, effectivement, qui ne savait pas trop, qui n'a rien lu. Vous savez, je leur dis souvent aux promoteurs, parce qu'il y en a un qui m'a appelé et qui me dit « Oui, mais vous avez plein de règlements, je ne suis pas au courant de ça, j'ai acheté le terrain, moi je veux développer. » J'ai dit « Monsieur, vous êtes encadré maintenant. Et quand vous allez acheter une voiture, vous allez lire le dépliant sur la voiture, hein? Vous allez lire la garantie, vous allez lire tout ce qui concerne la voiture. » J'ai dit « C'est la même chose quand vous achetez un terrain. Vous ne pouvez pas dire j'achète un terrain à telle place en pensant que vous allez pouvoir faire ce que vous voulez. Il y a des normes qui s'appliquent et c'est différent d'une municipalité à l'autre. Alors, si vous ne prenez pas le temps de vous renseigner, vous allez avoir la surprise. Et en bout de ligne, si vous avez une surprise, ce ne serait pas à nous la responsabilité. C'est vous qui avez acheté dans un endroit où il y avait déjà une réglementation en place. Et la réglementation peut changer même quand vous avez des gens qui ont des terrains. Alors, ça aussi, ça peut être fait. Puis lui, ça va le servir. Ces promoteurs-là vont apprendre, puis ils vont
appliquer ce qu'ils ont appris chez vous dans d'autres municipalités. Et ça va être un outil marketing pour eux, dans le fond. Ben, s'ils le souhaitent, oui, mais je vais vous dire, je suis un peu déçu du comportement des promoteurs de construction résidentielle. Ces gens-là ne se posent pas beaucoup de questions. Ils construisent une maison, ils la vendent, ils font leur argent, puis ils s'en vont. C'est un peu la façon dont ils font les choses. C'est pour ça qu'on n'a pas le choix que d'encadrer convenablement le travail de ces gens-là. Quand on fait affaire avec une entreprise, une grosse entreprise, par exemple, je ne sais pas moi, IBM qui veut s'installer, c'est sûr qu'à IBM va vérifier la réglementation, il va s'assurer de respecter la réglementation, etc. Mais ce n'est pas le cas des petits promoteurs immobiliers qui, eux, n'ont pas tout le personnel qu'a IBM pour faire ces vérifications-là préalablement avant d'acheter un terrain. Puis lorsqu'ils achètent, ils savent dans quoi ils s'embarquent. Juste pour donner un exemple, vu que je parle d'entreprise, notre petit secteur industriel, on a mis des normes bien spéciales aussi à cet endroit-là. Il y a des bandes avant de 10 mètres, 15 mètres sur les côtés, 40 mètres à l'arrière pour les terrains industriels. Pas le droit de gazonner. Alors donc, on conserve le contour naturel avec les arbres, la forêt, tout. Alors, l'industrie fait partie du contexte naturel. Elle ne peut rien détruire puis mettre du gazon, c'est fini. On n'a plus le droit de couper de gazon nulle part au niveau du secteur industriel. On ne peut plus poser du gazon, point à la ligne, dans le secteur industriel. Donc, il faut que l'industrie s'incorpore à la nature, comme nous, on doit s'incorporer à la nature et vivre en équilibre avec elle. C'est un changement de paradigme, mais dans le fond, un retour à la nature. C'est un peu ce que les beaux biologistes prônent. C'est un institut allemand, la beau biologie, dont je m'inspire depuis plusieurs années, avant même l'ID. En tout cas, je dois dire que ce que vous avez fait, ça devrait inviter à attirer les promoteurs et les constructeurs, par exemple, de maisons, Nouveau Climat et LEED et Passive à venir chez vous. Je le souhaiterais parce que j'aimerais mieux travailler avec ces gens-là qu'avec des promoteurs qui font des maisons ordinaires. On n'est plus là. Il faut absolument avancer. Là, c'est notre deuxième étape. Là. Vous avez, la première étape de l'aménagement du territoire est réglée. Là, on s'en va vers la deuxième étape, comme je vous disais tantôt. On va arriver à ça. Mais je suis content. C'est un domaine que je connaissais moins. Alors, donc, là, pendant les prochains mois, prochaines semaines, prochains mois, je vais m'inviter moi-même à connaître ça, à travailler avec Solutions ERA, voir qu'est-ce qui se fait. Là, on a repris contact, vous et moi. Ça va être une source d'inspiration également. Donc, tout ça mis ensemble, là, je pense qu'on va pouvoir faire évoluer le canton encore plus au niveau de la construction maintenant. Bien, ça peut aider ensuite d'autres villes, comme je ne sais pas si vous êtes en contact avec Victoriaville, ils devraient certainement vous inviter, si ça n'a pas déjà été fait, au Forum du développement durable. Je pense une dizaine ou une vingtaine de villes à chaque année qui sont invitées. Non, ça n'a pas été le cas encore parce que je pense qu'ils ne connaissent pas encore. Vous savez, c'est une question de connaître. Hein? Bien, on va faire un article en plus, évidemment, de diffuser ce reportage. Moi, quand je parle de beau biologiste, c'est un architecte, un groupe d'architectes allemands à la fin des années 70 qui voulait faire des maisons plus saines, plus écologiques. Donc, tout ce qui se fait aujourd'hui est basé là-dessus, mais eux, ça va beaucoup plus loin, jusqu'à la géobiologie, l'électricité dans le sol et les champs électromagnétiques des fils, des appareils et des antennes et tout ça. Et je vais vous envoyer un document, c'est la commission du New Hampshire sur les effets de la 5G. C'est le premier État aux États-Unis. Il y a un gros enjeu, évidemment, l'industrie, et puis je connais le secrétaire du comité ISO international sur la domotique et aussi du comité sur la gestion des données depuis une vingtaine d'années, Tim Shukley, qui dit la 5G, ben, en fait, oui, ça va être très rentable pour les promoteurs, mais ça n'apportera pas grand-chose aux citoyens. Et évidemment, c'est pas de renoncer à la technologie, mais lui, il dit que c'est la fibre optique et les nouvelles technologies de cuivre qui sont l'avenir. Beaucoup plus payant pour tout le monde, sauf les promoteurs du sans-fil. Le sans-fil, ça coûte beaucoup moins cher, mais le sans-fil consomme énormément d'énergie. Il y a des risques de cyberpiratage et il y a les risques pour la santé. Hier, j'ai interviewé l'ancienne patronne du National Institute of Environmental Health Sciences aux États-Unis, qui vient de prendre sa retraite. Elle dirigeait le National Toxicology Program, qui a prouvé en 2018 qu'ils ont causé chez les rats les mêmes types de tumeurs qu'on voit chez certains utilisateurs du cellulaire à long terme. Et elle est membre honoraire d'un institut italien
qui, la même année, a fait la même étude sur les rats, mais avec des émissions caractéristiques des antennes, sauf pour la dose la plus élevée qui se rapprochait de ceux des cellulaires. Là. Mais on sait que ça cause le cancer et ce n'est pas encore reconnu, confirmé par l'OMS, mais ça s'en vient. Et là, ce qu'on voit, c'est que les propriétés, leur valeur peut chuter de 20 quand il y a une antenne à proximité. Et aujourd'hui, les opérateurs mettent des antennes sur les lampadaires devant les maisons. Ce qui pose problème, c'est des micro-antennes 4 et 5G. Et à San Francisco, la ville où l'assiette fiscale hein, est la plus importante aux États-Unis, ben, les gens capotent un peu. Là, quand tu as une antenne dans ta fenêtre, tu vas être obligé de vendre à perte. Et certaines personnes, de plus en plus jeunes, ont des problèmes de santé. Alors, je vais vous sensibiliser là-dessus, je vais vous envoyer l'information. Ben, Parce que merci. moi, je suis très heureux d'avoir la fibre optique depuis 1 an chez moi. Ben, écoutez, comme maire, ça fait 3 ans que j'ai travaillé pendant 3 ans pour amener la fibre optique dans le canton. Et j'ai eu beaucoup de conversations avec le gouvernement du Québec parce qu'à l'époque, quand on était en pandémie, puis ils demandaient à ce que les gens fassent du télétravail, je leur disais, c'est bien beau de nous demander de faire du télétravail, puis on est d'accord avec votre décision parce qu'il y a une pandémie, mais les gens chez nous, au canton de Robert, on n'a pas les outils. On n'avait pas Internet. Alors, on ne pouvait même pas faire du télétravail convenablement. Il y en a qui étaient par satellite, d'autres par onde, et ça ne fonctionnait pas la moitié du temps. Alors, Ouais, c'est donc, plus lent aussi. oui, alors j'ai travaillé pendant 3 ans pour sensibiliser le gouvernement du Québec au fait qu'il fallait qu'il amène la fibre maintenant dans les campagnes. Et j'ai gagné le dossier avec une résolution, on a voté une résolution au conseil municipal. Ensuite, j'ai fait voter une résolution à la MRC. J'ai eu des rencontres avec le gouvernement. La MRC a eu des rencontres avec le gouvernement et le gouvernement a décidé que pour toute la MRC de Papineau, pour septembre 2022, il y avait Internet pour tout le monde. Alors, Bravo. donc, c'est Internet par fibre. Alors, c'est très, très important pour nous. Ça, c'était un beau dossier. J'avais dit ça aux citoyens à l'époque, je vais travailler pour avoir la fibre dans le canton en 2017, lors de la campagne électorale, sans savoir si j'allais réussir ou quoi que ce soit, mais je suis tellement heureux aujourd'hui. Le câblage est en train de s'installer. Moi-même, j'ai pu déjà me connecter sur la fibre, donc c'est fait. Les citoyens commencent à pouvoir se brancher un peu partout et tout le canton va être branché pour septembre 2022. Donc, d'ici 1 an, tout le monde va avoir la fibre optique chez eux. Donc, ça, c'est une très belle avancée Ben oui, pour le c'est canton. formidable. Mais le Oui, défi va être de câbler les maisons. Comme nous, on a fait câbler avec du câble Ethernet sur les 3 étages chez moi. Le sans-fil, c'est très pratique, mais on ne veut pas être exposé à ça 24 heures sur 24 parce que ça nourrit la maladie. On parlait du docteur Brundtland tantôt, qui a été premier ministre de la Norvège et directrice générale de l'OMS. En exact. 2002, elle a annoncé qu'elle avait mal à la tête quand quelqu'un avait un cellulaire allumé dans la même pièce qu'elle, même si le cellulaire était caché. Ben, ça n'a pas été long que l'OMS l'a viré, parce que l'OMS, faut parler conspiration, mais il y a des intérêts qui sont derrière tout ça. Et moi, ça fait 30 ans que je parle aux plus grands chercheurs de la planète indépendants, là, au niveau des effets des champs électromagnétiques sur la santé. Et puis, les études militaires des années 60 sont sur Internet aujourd'hui. Il y a une toxicologue ontarienne qui s'appelle Magda Havas qui a mis ça sur son site. Et puis, ce qui est malheureux, c'est qu'il y a 10 ans, il y a très peu de gens qui se plaignaient de symptômes reliés aux ondes. Et c'est encore contesté. Le Santé Canada nous dit que c'est probablement psychologique ou ergonomique, mais il n'y a pas de preuve de cause à effet. Mais quand on regarde les conflits d'intérêts, le gouvernement ramasse des milliards de dollars avec l'industrie du sans-fil. Je n'ai rien contre l'industrie du sans-fil si on le fait correctement. Mais de mettre des antennes sur les écoles et les hôpitaux, par exemple, un jour, on va dire, mon Dieu, on faisait ça à l'époque. C'est ridicule. Mais vous En tout cas, savez, ça, c'est un sujet sur lequel je ne peux pas émettre d'opinion parce que je ne m'y connais pas assez et je n'ai pas fait assez de lecture. Par contre, je suis heureux de pouvoir vous dire que nous, on va brancher tout le monde avec la fibre optique. Alors, ça va peut-être éviter des problèmes à bien des gens, mais ouais, ça va être beaucoup plus efficace que d'avoir euh, l'Internet par onde ou par satellite ou quoi que ce soit. tout à Donc, je fait. pense qu'avec ça, on vient on vient de faire un grand, grand pas au niveau du canton. Ouais. Une dernière chose que j'aimerais vous dire, vous savez, la Terre tourne autour du Soleil et non le contraire. Hein? On a fait le procès de Galilée à l'époque. Moi, je crois énormément dans le développement durable et ma phrase à moi, c'est l'être humain fait partie de la nature et non le contraire.
Alors, il faut, à partir de ce moment-ci, que les gens comprennent que l'anthropocentrisme est en train de nous emmener au bord du précipice, est en train de... Et c'est ce qui fait que le secrétaire général des Nations Unies, M. Guterres, disait à la sortie du rapport du GIEC, on s'en va dans un mur, on sonne l'alarme rouge. Pourquoi? Parce que ce sont tous des activités anthropocentriques par lesquelles on n'a jamais fait attention à la nature, parce qu'on a voulu combler nos besoins seuls à l'être humain en pensant qu'on était l'être le plus intelligent sur la planète. Mais à partir d'aujourd'hui, en 2021, il faut être capable de démontrer que cet être intelligent est capable de faire les choses différemment, justement pour le bien-être de la planète, le bien-être de ses enfants de demain, parce que toutes les générations futures dépendent de ce qu'on fait aujourd'hui. Je suis en train de lire un livre fascinant qui dit, dans le fond, tous ces mythes-là, c'est le système capitaliste qui fonctionne juste au profit à court terme, le problème, à la base de tout ça. Bien, oui, mais même s'il fonctionne à court terme, mais qu'il est encadré sur le plan de développement durable, en bout de ligne, on vient de faire un grand pas. L'important, en fait, c'est d'encadrer tout ça. Ça me fait penser à Tembec, par exemple, quand les employés ont repris Tembec et Frank Dottori dirigeait. Il a dit, nous, c'est le FSC, Forest Stewardship Council, ça va être juste ça. Puis tout le monde, tous les autres présidents, les dompteurs de ce monde, ont dit, mais t'es fou, qu'est-ce que tu fais là? Tu nous mets un couteau dans le dos. Puis lui, il a dit, non, c'est l'avenir. Alors, il faut que les actionnaires et les dirigeants, les capitaines d'entreprise comprennent que c'est payant à long terme de fleuve. Tout à fait. Tout à fait. Et même les minières, c'est payant à long terme s'ils font chercher l'acceptabilité sociale, puis s'ils font un projet de développement durable. Je vous donne un exemple. Nouveau Monde Graphite. Bon, il y a des gens qui sont contre, il y a des gens qui sont pour, mais il n'en reste pas moins que ça va être la première minière au monde. Je n'ai pas dit au Québec, là, j'ai dit au monde, à électrifier tous ces procédés. Le camionnage, les instruments, les appareils, tout va être électrifié. Alors, déjà, au niveau des gaz à effet de serre, on vient de faire un grand pas. Maintenant, on ne parlera pas du positionnement du projet parce que ça aussi, il y a des gens qui sont d'accord ou pas, mais au moins, vous avez une minière québécoise qui vient de faire un grand pas vers l'électrification de sa production. Et pour moi, ça, c'est important. Et c'est la façon dont je travaille avec mes clients aujourd'hui chez McCarthy Tétro. Alors, c'est j'amène mes clients à faire du développement durable, j'amène ces clients-là à avoir une acceptabilité sociale de leur projet et je leur dis carrément, et je ne me gêne pas, si le site souhaité n'est pas acceptable socialement, je leur dis, bien, écoutez, trouvons un autre site, trouvons un autre endroit qui va être plus acceptable. S'il n'est pas acceptable là, ça ne veut pas dire qu'il ne sera pas acceptable à un autre endroit. Et les clients le font. Alors, quand on est rendu là, c'est un signe que cette conscience-là est en train de grandir. Parce que quand vous avez une communauté qui ne veut pas un projet, ça ne donne rien de se battre contre la communauté. Il faut trouver autre chose. Maître Renaud, je vous remercie beaucoup. À l'heure des réseaux sociaux où tout le monde reçoit des tomates, on doit dire que vous faites avancer les municipalités et l'industrie du Québec à petits pas et des fois par grands pas. Alors, je vous remercie beaucoup d'avoir partagé ce que vous faites aujourd'hui. Ça m'a fait un grand plaisir. Merci à vous. Au plaisir.